Alors, concernant les faits, un bus de la SOTA a été incendié et un véhicule de la police nationale saccagé à Yopougon dans la nuit du 1er août 2025. Suite à cela, d'après les déclarations de M. le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan, des arrestations de plusieurs militants du PPACI ont eu lieu suite à une enquête. Vous retenez bien cela. Monsieur le procureur de la République a déclaré que suite à une enquête, des militants du PPACI ont été interpellés. Alors, parmi les militants interpellés, l'un d'eux est passé aux aveux dans un élément filmé. C'est la succession des faits. Quelques jours plus tard, des militants du PPACI ont reçu des convocations de la préfecture de police d'Abidjan. Et lorsque ces militants, qui étaient au nombre de 4 précisément, ont répondu à ces convocations, il était question de leur notifier une réquisition de M. le procureur de la République, sur l'interdiction qui était faite à cet cadre membre de la direction du PPACI de sortir jusqu'à nouvel ordre d'Abidjan. La réquisition qui a été notifiée ce jour-là, il était indiqué que chacun de ces membres de la direction était interdit de sortir d'Abidjan jusqu'à nouvel ordre. Par la même occasion, des agents, des officiers de la direction de la surveillance du territoire, qu'on appelle DST, sont arrivés pour auditionner ces 4 personnes simultanément. Nous étions 2 avocats et donc ne pouvons pas nous démultiplier. Nous avons été obligés de passer un moment avec chacun d'eux alternativement. Et donc, ces 4 personnes ont été auditionnées de 10h30 au lendemain à 5h. Je précise et j'insiste qu'ils ont été entendus de 10h30 à 5h du matin. Et ce n'est qu'à 5h du matin que nous avons signé les différents procès-verbaux d'édition qui avaient été établis et que nous a été demandé de rentrer chez nous et nous sommes rentrés. Quelques jours plus tard, d'autres convocations ont été servies à des hauts cadres de la direction du PPAC. Il s'agit de l'ancien ministre d'État, M. Lida Kwasi Moïse. Il s'agit également de son Excellence, l'ambassadeur Kone Boubaka, qui a été directeur du protocole d'État. Alors, il nous avait été dit, dans un premier temps, qu'il s'agissait également, pour ces personnes, de la notification d'une nouvelle réquisition du procureur de la République à ces 2 membres de la direction du PPAC. À notre grande surprise,
il ne s'est plus agi de la notification d'une réquisition du procureur de la République, mais plutôt d'une audition. Alors, nous, les avocats, présents ce jour-là, nous sommes allés d'abord, nous seuls, sans nos clients, pour dire que nos clients sont des hauts fonctionnaires de l'État et que leurs poursuites et leurs arrestations sont soumises à une procédure spéciale qui ne prend pas en compte, qui ne fait pas intervenir les officiers de police judiciaire, les OPJ. Et donc, nos clients ne pouvaient pas se présenter tant que les observations qu'on venait de faire n'étaient pas présentes. Sur insistance du procureur de la République, par l'intermédiaire d'un commissaire, du commissaire qui nous a reçus, sur insistance du directeur général de la police, avec qui j'ai échangé au téléphone, sur insistance également du directeur général adjoint de la police nationale, qui s'est déplacé lui-même dans les locaux de la préfecture de police, nous nous sommes retirés et nous sommes allés vers nos clients pour leur faire le compte rendu de ce qui venait de se passer. Et donc, nous leur avons dit que la position de la loi, c'est que s'il y a des faits qui peuvent entraîner leur poursuite ou leur arrestation en tant que haut fonctionnaire, ancien directeur de protocole d'État pour l'un et ministre d'État pour l'autre, il fallait une procédure spéciale prévue par les articles 42 et 43 du statut des anciens présidents de la République, anciens chefs d'institution, anciens membres du gouvernement, que ces articles-là, cette procédure spéciale-là, soient respectés. Et ce texte renvoie, pour les détails de la procédure spéciale, ce texte renvoie aux articles 684 et suivants. 684 et suivants du Code de procédure pénale. C'est vraiment une procédure spéciale qui n'a rien à voir avec la procédure ordinaire qu'on connaît. Et c'est seulement lorsque toutes les étapes prévues par cette procédure, c'est la procédure qui s'applique au magistrat, lorsque toutes les étapes prévues ont été respectées, que nos clients pouvaient comparaître. Et donc, quand nous leur avons signifié tout ça, nous leur avons donné la position de la loi, ils ont dit qu'ils privilégiaient la sécurité et qu'ils ne voulaient pas braver l'autorité et qu'ils préféraient qu'on se rende à la préfecture de police pour faire prévaloir la position du droit et eux aussi, ils allaient donner leur position. Voici les conditions dans lesquelles nous nous sommes rendus à la préfecture de police et nous y sommes arrivés à 22h30. C'est en ce moment-là qu'il nous a été notifié que la réquisition n'était plus ce qui était d'actualité. Et que désormais, une équipe, plusieurs équipes, je dirais, 2 équipes, de la direction, la surveillance du territoire, 2 équipes étaient présentes pour entendre
pour auditionner nos clients. Nous avons encore réitéré la position de la Cour. Et encore sur l'insistance, nos clients ont accepté d'être auditionnés. Et de 22h30 à 18h le lendemain. De 22h30 à 18h le lendemain. Donc, voilà un peu dans quelles conditions leur audition a été faite. Et après leur audition, ils étaient trois. Il y avait le colonel Kéké, qui était également convoqué ce jour-là. Et lui, on lui a permis à 15h30 par là. Non, à 15h. C'est à 15h que le colonel Kéké a été libéré et il s'est même présenté à la marche qui était en cours à Yopougon. Les deux autres sont restés jusqu'à 18h, comme je l'ai dit. Et c'est à 18h qu'on nous appelle que la direction, le directeur général adjoint de la direction de la surveillance du territoire, DST, était présent. Il nous appelle avec ses commissaires, Maître Tapi et moi. Il nous invite dans leur petit bureau et il nous informe que nos deux clients qui sont restés, c'est nos gardiens. C'est dans ces conditions-là que l'ancien ministre d'État, Lydia Kouassi Moïse, et l'ancien directeur du protocole d'État, son Excellence Kone Boubacar, ont été gardés à vue à la préfecture de police. Après cette garde à vue, donc le samedi 18h jusqu'au lundi matin, nous avons été informés, j'ai été informé de ce que nos clients étaient en train de sortir de la préfecture de police et qu'on ne connaissait pas leur destination parce que je n'ai pas été informé suivant le circuit officiel. Et donc, c'est après que toujours, suivant un autre circuit, on m'appelle pour me dire que mes clients ont été déférés à la cellule, à l'unité spéciale, c'est ça? Unité spéciale antiterroriste. Unité spéciale antiterroriste. Cette cellule est située, cette unité est située à la 7e branche au 2 plats. Et je me suis rendu dans la précipitation. J'étais seul finalement ce jour-là, mais on n'a pas été informé avant, donc on ne pouvait pas tous être là. Et donc, je suis allé à l'unité spéciale. Et lorsque je suis arrivé, j'ai été surpris d'apprendre sur place que ceux qui avaient été arrêtés une semaine auparavant et pour lesquels nous avions également été constitués étaient présents et qu'on était en train de leur signifier leur inculpation. Alors, la parenthèse que je vais ouvrir, c'est que lorsque ces premières personnes ont été interpellées, nous avons été constitués et notre constitution a été portée à la connaissance du procureur de la République suivant un courrier qui a été déposé à son secrétariat. Nous lui avons demandé de nous donner le lieu où la garde à vue de ces personnes était exécutée. Malheureusement, jusqu'à ce qu'on se rende à l'unité pour le déferlement qui a été fait pour le ministre Lydia Kouassi et Excellence Kone Boubacar,
jusqu'à cette date, le procureur ne nous avait jamais dit où ils étaient gardés à vue. Et donc, pendant les auditions de M. Lida Kwasi et de son Excellence, on nous rapportait leurs propos. Les propos de ceux à qui, ou du moins de ceux qu'on n'a pas pu assister pendant l'enquête préliminaire parce qu'on ne savait pas où ils étaient gardés. À ces occasions, je demandais chaque fois au directeur adjoint de la surveillance de la direction, la surveillance du territoire, de nous indiquer où ils étaient, puisqu'ils nous rapportent chaque fois leur déclaration. Ils disaient qu'ils prenaient ça dans la presse. Et c'est seulement le jour où nos deux clients, le ministre Lida Kwasi Moïse et Tony Boubacar ont été inculpés, que nous avons su qu'ils étaient gardés à vue à la direction de la surveillance du territoire. Et donc, nous n'avons pas pu assister non plus à leur inculpation. Nous n'avons assisté que à l'inculpation du ministre Lida Kwasi et à l'inculpation de son Excellence Tony Boubacar. Et le procureur vous a dit les infractions pour lesquelles ils ont été inculpés. Il a fait un communiqué qui donne les infractions pour lesquelles ces deux personnes ont été inculpées. Et donc, depuis le lundi, c'est cela, pour ne pas me tromper, le ministre Lida Kwasi Moïse et l'ambassadeur Tony Boubacar sont placés sous mandat de dépôt et sont donc en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qui est devenue PDA. Voici, succinctement, bon, j'ai été un peu lent quand même, je voulais donner les éléments essentiels pour que chacun de vous soit au même niveau que nous d'information. Voici les faits présents. Je vais faire quelques analyses avant d'arriver à passer la parole aux confrères. Alors, quelle analyse il faut faire de ces faits? Quand on observe les faits tels que présentés et la procédure telle que diligentée, on découvre que les règles de procédure ont été violées. Concernant les premiers qui ont été interpellés, ils ont été gardés à vue, on ne sait pas où, sans assistance d'avocat, pourtant constitué. Et donc, il y a la procédure qui a été violée. En dehors de cela, il y a les droits de la défense qui ont été violés. Quand on se réfère également à la manière dont les auditions étaient menées, on constate que les droits de la présomption d'innocence étaient également violés. Il y a d'autres droits qui ont été violés. Chacun de mes confrères ici va intervenir. Il va vous dire, ils vont vous dire, chacun d'eux va vous dire sa compréhension des différentes violations que nous avons eues à l'occasion de cette procédure. En dehors de ces violations, il y a des actions que nous entendons faire. Nous allons saisir le procureur de la République. Non, le procureur général. Près la cour d'appel d'Abidjan. Pour que la mesure de réquisition soit levée, parce qu'elle est irrégulière, elle porte atteinte à la présomption d'innocence.
nous allons saisir le Conseil supérieur de la raison. Nous allons saisir les organisations des droits de l'homme, qu'ensemble, tout le monde puisse constater ces violations et que des solutions soient trouvées. D'autres mesures viendront compléter celles que je viens de porter à votre connaissance. Je vais laisser la parole à mon confrère Tapi pour vous présenter certains aspects de notre intervention. Ok, notre aîné Zawi peut faire continuer et après Tapi va intervenir. Ok, merci de cet honneur. Les micros sont changer, sérieux. Ils vont changer. Ça, c'est comme ça. Je prends la parole pour une question de cohérence dans ce que nous avions entendu. Alors, il a insisté sur la violation des droits relativement au ministre Ida et à l'ambassadeur Kone Boubacar. Et en ce qui concerne ces deux personnalités, la violation se retrouve dans la loi de 2005. Donc il était mieux que nous enchaînions sur ces violations. Alors, nous allons donc apprécier la poursuite des deux personnalités au regard de la loi de 2005. C'est la loi numéro 201 du 16 juillet 2005 portant statut des anciens présidents de la République, des anciens présidents des institutions et des anciens membres du gouvernement. Alors, que disent les articles 42, 43 de cette loi et que dit l'article 684 nouveau du Code de procédure pénale sur cette question. Article 42. L'ancien membre de gouvernement ne bénéficie d'aucune immunité de juridiction pour les infractions par lui commises postérieurement à l'exercice de ses fonctions. Toutefois, la poursuite ou l'arrestation de l'ancien membre du gouvernement est soumise à une procédure spéciale. Alors, nous avons entendu deux alinéas. Le premier alinéa procède par élimination. Il ne bénéficie pas de l'immunité de conduite. De façon claire, l'alinéa payé. Et l'alinéa 2 dit de façon claire qu'il bénéficie de procédures spéciales. Et la notion de procédure spéciale se trouve au fondement l'exposé des motifs de cette loi de 2005, qui dit en substance que, eu égard en ce qui concerne le président de la République, les chefs des institutions et les anciens membres du gouvernement, eu égard à l'importance du rôle qu'ils ont joué, des fonctions qu'ils ont occupées, on ne peut pas leur envoyer, dans le cadre de leur arrestation, un officier de police judiciaire, un commissaire ou un gendarme. Il faut plutôt une procédure spéciale avec une autorité qui se met à leur niveau. Et donc nous sortons là du droit commun
pour nous installer sur l'exception. C'est ce que dit l'article 42. L'article 43 dit: la procédure applicable en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien membre du gouvernement est celle prévue au titre 9 du Code de procédure pénale pour les crimes et délits commis par les magistrats et certains fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on a aligné les poursuites des magistrats de l'ordre judiciaire et certains fonctionnaires sur la loi de l'article 684 qui va donc décliner, et ensuite l'article 85, 685, les deux articles vont donc décliner la manière de poursuivre les autorités. Lorsque les poursuites sont envisagées contre un magistrat, le procureur général de la cour d'appel, saisi de l'affaire, procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la magistrature au fin d'être autorisé à engager des poursuites. C'est dire quoi? C'est dire que lorsque un ancien membre du gouvernement est susceptible d'être poursuivi, on ne court pas vers le premier commissariat, mais il y a une procédure spéciale qu'on adresse au procureur général de la cour d'appel, qui, lui, va adresser une requête au Conseil supérieur de la magistrature, qui va dresser un dossier complet avec toutes les motivations, et c'est à l'issue de cela que le Conseil supérieur de la magistrature, qui saisit la Cour de cassation, pour qu'on puisse ouvrir un procès, et c'est à l'issue de ce procès-là qu'on choisit le tribunal qui va conduire les enquêtes. Et lorsque ce tribunal-là est saisi, en son sein, on choisit un juge d'instruction qui va donc poser personnellement les actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la différence de ce qui se passe au quotidien, lorsque le juge d'instruction veut convoquer quelqu'un, il va donc adresser peut-être sa convocation à un policier ou à un gendarme, qu'on puisse l'adresser à l'intéressé. Et dans cette hypothèse-là, c'est lui qui va donc poser les actes personnellement. De sorte que lorsqu'il y a la personne qui est concernée est à Gagnoa, et à Daloa ou à Korogo, le juge d'instruction n'envoie pas un policier ou un gendarme. Il ne fait même pas de commission rogatoire. Il est obligé de se déplacer pour porter la convocation et poser les actes personnellement, comme le dit le texte. Alors, dans notre cas, on a écarté cette fois-là. On s'est installé dans le droit commun pour faire, comme il disait, des vulgaires personnages. C'est là le cœur de la violation. Voilà les quelques éléments que nous avons voulu apprécier avec vous s'agissant de la poursuite qui a été ouverte contre les anciens membres du gouvernement. Et la loi dit que dans cette hypothèse, lorsque un ancien membre du gouvernement est susceptible d'être poursuivi, mais s'il y a un complice ou il y a des complices, c'est la procédure spéciale qui s'impose. De sorte que ce soit les jeunes ou les hommes qui ont été poursuivis, là, on a vu aussi une dame qui a été poursuivie, c'est cette procédure-là qu'on aurait dû suivre et non la procédure du droit commun. Voilà.
je voudrais, tout à l'heure, le confrère parlait de l'inculpation. Je voudrais juste dire que l'inculpation, en Côte d'Ivoire, ici en France, on parle de mise en examen, la même chose. Et en quoi consiste l'inculpation ou la mise en examen? Le juge d'instruction qui vous reçoit va lire les infractions pour lesquelles on vous poursuit et les différentes dispositions. Donc, c'est à ce moment-là que vous êtes inculpé. C'est une procédure qui dure 4 à 5 minutes et le temps, soit de vous décerner un mandat de dépôt, soit de vous décerner un contrôle judiciaire. Voilà un peu la notion sur laquelle j'avais voulu revenir avec vous. Ceci étant, je vais donc rendre la parole à mon frère. Merci. On change. Les changements sont dans la nature des choses. On change. Alors, merci beaucoup. Oui, merci. À la suite de mes prières confrères. Alors, moi, je vais m'attarder sur quelques violations des droits et libertés individuelles. Alors, je ne vais pas aller dans les détails parce que ce n'est pas là le lieu, le moment, mais c'est juste signaler en quoi est-ce que tout ce que mon confrère Maître Kanoblé a décrit comme fait, tout ce qui a été violé comme droits fondamentaux. D'abord, lorsque les personnes qui ont été interpellées à Yopougon, ces personnes ont été conduites d'abord à Ségloko, où elles ont passé une journée pour identification. Je complète donc les faits. Puis, la même journée, ont été conduites à la DST. Ça, c'est ce que j'ai reçu comme témoignage, comme propos des clients que j'ai rencontrés, quelques clients que j'ai rencontrés hier soir à la prison à Alexemaka, qui est devenu PPA. Donc, une fois à Sébroko, c'est l'identification des personnes qui ont été interpellées. Puis, elles sont conduites à la DST. Et à la DST, ces personnes donc, ont été auditionnées sans la présence d'un avocat. J'insiste. Toutes ces personnes ont été auditionnées sans la présence d'un avocat, puisque, comme mon confrère Kanoblé l'a dit, nous ne savions même pas où ces personnes avaient été incarcérées, où elles se trouvaient. Malgré nos démarches, puisque dès le 4 août, j'avais, au-delà de notre constitution, mais on avait joint une correspondante dans laquelle on demandait au bureau du procureur de nous aider à les localiser, afin qu'ils puissent bénéficier de l'assistance des conseils. Effectivement, il a déjà dit, je ne vais pas le répéter, on n'a jamais reçu de suite. Justement, bon, et beaucoup plus tard, on apprendra qu'ils ont été que toute personne qui est interpellée, qui est poursuivie ou qui doit être auditionnée, a droit d'être assistée par un avocat de son choix. D'abord, dans un premier temps, on vous lit, madame, vous avez droit à ceci, à cela, notamment, vous avez... Au-delà, dans les localités où il n'y a même pas d'avocat, la loi prévoit de se faire assister par un parent, un ami. C'est pour dire combien de fois il est important d'être assisté lors de l'audition, de toute audition, ce qui n'a pas été observé dans le cas d'espèce. Ensuite, nos clients ont été détenus à un lieu secret. Nous ne savions pas, on les recherchait. Et même, je me suis déplacé pour me rendre au bureau du procureur. Malheureusement, je ne l'avais pas trouvé. Je me suis adressé à ce second qui m'a fait savoir gentiment que seul le procureur avait la charge de traiter ce dossier. Donc, on n'a pas avancé. Pendant tout ce temps,
les parents étaient morts d'inquiétude, puisque nous ne savions pas les localiser. Tous les jours, c'était des messages, des appels. Maître, avez-vous les nouvelles de nos parents, de tel ou tel? Quelque part, j'étais quelque peu désespéré. Parce que lorsqu'une personne est interpellée, la première des choses, c'est de voir est-ce que la personne a un avocat. Et alors, c'est à cette personne qu'on s'adresse, qui est la personne de ressources. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, ce qui s'est passé aussi dans cette affaire, ces personnes qui n'ont pas été assistées par aucun avocat, on nous dit que certaines personnes auraient fait des aveux. Alors, pour une parfaite information, l'aveu en droit, donc c'est un acte par lequel une personne reconnaît avoir commis un acte. Donc, en quelque part, c'est une sorte de... Allez, on reconnaît avoir commis l'acte pour lequel vous êtes poursuivi. Seulement que la loi réglemente l'aveu. L'aveu doit être volontaire. À l'exclusion d'un aveu arraché sous la torture, sous la menace, et ça, ces armes d'aveu sont simplement irrecevables comme preuve. On ne peut pas recevoir comme preuve un aveu fait sous la contrainte ou dans des conditions vraiment de contrainte. Nos clients qui ont été auditionnés sans un avocat, on apprend plus tard que certains auraient fait des aveux. Nous sommes en droit de nous interroger dans quelles circonstances ces aveux ont été faits. Le fond de la procédure, lorsqu'on nous sera, on reviendra là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est sûr, nous y mettons, nous sommes très sceptiques quant à la volonté de ce client d'avoir avoué ce qui lui était reproché. Nous y mettons la plus grande réserve. Nous sommes très sceptiques. Donc pour nous, on ne peut pas considérer comme un aveu. Alors ça, c'est une violation du droit de la défense. Autre élément qu'on peut aussi épingler, je cite comme ça pêle-mêle, par rapport aux personnes qui ont été interpellées au cadre pour leur signifier, leur notifier leur restriction de leur liberté de mouvement, notamment les cadres comme Damana Diabikaz, Blaise Lasme, Daï Nestor et Courant Justin. Lorsqu'on a notifié leur restriction de mouvement, cette convocation ne disait pas les raisons ou le motif de la convocation d'abord, dans un premier temps. Ne disait pas non plus les raisons pour lesquelles ces personnes, ces cadres du PPACI étaient désormais restreints à ne pas franchir la limite du territoire de la ville d'Abidjan. Pour nous, en droit, toute décision en droit, toute décision de justice ou toute décision administrative doit être motivée. La motivation, c'est-à-dire le pourquoi d'une décision. Les raisons pour lesquelles on prend une telle décision, il n'y en avait pas. Tout de plus, le procureur, qu'est-ce qu'il a cité? Il dit en vertu des articles 27, 52, 53 du Code de procédure pénale, qu'il a fait les limitations du mouvement. Or, lorsque vous regardez ces articles cités, donc l'article 27, c'est un article qui institue les OPJ qu'on appelle les officiers de police judiciaire. Donc ça n'a rien à voir avec la restriction de la liberté de mouvement. L'article 52 du Code de procédure pénale, lui, il donne pouvoir au procureur de rechercher les éléments de l'infraction pénale, leurs auteurs,
et de les mettre à la disposition du juge d'un tribunal pour être jugé. Ce que dit l'article 52 du Code de procédure pénale. Quant à l'article 53 du Code de procédure pénale, il donne pouvoir, donc, enfin, de mener à bien sa mission, donc une mission régalienne. Cette disposition d'article 53 donne pouvoir au procureur de requérir la force publique pour mener à bien sa mission. C'est tout. Donc, nulle part, il n'y a pas une disposition qui interdit à un citoyen d'aller et de venir ou de s'établir là où il veut sur l'ensemble du territoire. Et à ce niveau, il y a violation pour nous de l'article 21 de la Constitution qui dit quoi? C'est très beau, mais je vais vous dire ça. L'article 21 dit: tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de s'établir librement sur toute partie du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi. Alors, si on applique cette disposition, quelle était la loi qui limitait la liberté de mouvement à ces cadres du PPACI? Est-ce que c'était les articles 52, l'article 27, 52, 53 du Code de procédure pénale? Non. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'y avait pas de loi qui limitait nos clients à aller et venir et à s'établir là où ils veulent sur l'ensemble du territoire. Et donc, pour nous, il y a eu violation de l'article 21 de la Constitution de novembre 2016. Alors, je voudrais terminer sur un cas quelque peu particulier, parce que ça devient récurrent. Lorsque nos clients ont été interpellés à Yopougon, il y avait parmi les 8 personnes interpellées, il y avait une dame. Je rappelle que cette dame est députée suppléante de l'honorable député Michel Babo de Yopougon. Donc, c'est une élue de la nation. Même si le statut de suppléant n'est pas assez clair, mais n'empêche qu'elle reste et demeure une élue de la nation. Que s'est-il passé? Je l'ai rencontrée hier soir. Lorsqu'elle a été conduite à la DST, elle a été logée, c'est vrai, pas dans la même cellule que les hommes, à un endroit à part, seulement sur un matelas infesté qui sentait de l'urine, et c'est sur ça qu'elle devait se coucher. Avec toute la décence et tout le respect dû aux femmes. Vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer. Elle m'a raconté qu'avec l'émotion, elle a eu ses menstrues. Et elle a demandé à ce qu'on lui apporte des serviettes hygiéniques. Ce qui lui a été refusé. Ce qui lui a été refusé. Vous imaginez donc une dame incarcérée qui vit dans des conditions de détention pareilles. Et elle ajoute: j'ai été obligé de déchirer le matelas infesté pour me servir de serviettes hygiéniques. Cela, on appelle ça, ce sont des actes dégradants qui touchent à la dignité humaine. C'est inacceptable. Et ça, du point de vue de droit, c'est passible de crime contre l'humanité parce que ça touche à la dignité humaine. Il faut faire très attention. Et je voudrais ajouter à ce cas précis, j'ai connu 2 autres cas antérieurs dans les procédures concernant des dames.
une dame, je vous laisse taire son nom pour les besoins de sécurité. Son mari, au cadre du PPACI, il semblerait que son mari aurait tenu des propos diffamatoires à l'égard du chef de l'État lors des meetings à l'intérieur du pays. Ce cadre n'était pas rentré chez lui lorsque, vers 1h du matin, des hommes en Kaboul ont débarqué avec violence devant ses enfants, trouvés en tenue de chambre. Vous pouvez imaginer la scène. Brutalisé, amené à la brigade de recherche. Il est dans une tenue de chambre, il n'avait rien, même pas sans chaussures. Je suis saisi de cette affaire. Je lance des recherches, j'ai découvert qu'elle était à la brigade de recherche. Et je l'ai rencontrée. Et c'est à la brigade de recherche qu'une dame gendarme, a trouvé un pagne pour lui permettre de cacher ses parties intimes. Vous voyez donc, elle a été transportée nuitamment de Ségel jusqu'à Dujou-Bougon, jusqu'à la brigade de recherche au plateau, dans une tenue que vous imaginez. Sous le regard des hommes, cette dame a confié qu'elle s'est sentie violée. Elle s'est sentie violée du fait que des hommes la regardaient dans toute son intimité. Ça, je suis allé, j'ai porté ça à la connaissance du monsieur le procureur ancien, choqué lui-même. Effectivement, il avait fait le nécessaire. Donc, il faut être honnête. Ça s'était bien passé. Et il a libéré la dame. Un troisième fait. Toujours une dame qui avait été interpellée aussi parmi les militants à Yopougon suite aux élections municipales de septembre 2023. C'était une nourrice. Elle avait dénoncé une injustice et elle a été brutalisée, des coups dans le ventre devant tout le monde à Yopougon. J'ai encore son nom, c'est un dossier que j'ai vendu. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ça me donne l'impression, je ne vais pas déduire, c'est des 3 cas, mais j'ai l'impression, à chaque interpellation, et chaque fois qu'il y a une dame qui est interpellée, il y a manifestement des actes qui touchent, ou des actes qui sont dégradants, qui touchent à la dignité humaine. Et pour nous, c'est inacceptable. Il faut que cela cesse, parce que c'est passible de crime contre l'humanité. C'est là où je voudrais m'arrêter pour la citation. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure très rapidement? Une seule phrase. Oui, nous reconnaissons au procureur son droit de poursuivre les éléments de l'infraction pénale, leurs auteurs, et les mettre à la disposition de la justice. Toutefois, le procureur doit agir conformément à la loi. Le procureur, dans ses actes qu'il pose, il doit avoir en ligne de mire le respect de la loi, des règles qui sont établies. C'est sur ça que je voudrais vraiment m'arrêter. Je vous remercie.